Je vais essayer en quelques minutes de présenter, en 20 minutes, de présenter ce que sont les travaux finalement de ces services de l'inventaire du patrimoine, enfin de l'inventaire général du patrimoine culturel sur ces terrains que sont ceux des campagnes et en particulier donc de ces fermes. Alors, les chercheurs de l'inventaire ont une approche qui est assez particulière puisque nous procédons par une approche méthodologique qui est fondée sur la topographie, c'est-à-dire qu'on analyse un site en intégralité. Donc on va passer en revue à peu près tout ce que l'on a sous les yeux. Et quand on est dans le milieu rural, on va étudier bien évidemment les fermes, mais également le clocher de l'église, essayer de voir les tableaux qui sont à l'intérieur, etc. Donc on a une vue vraiment globale. Et donc la ferme n'a jamais eu jusqu'alors, n'a jamais fait l'objet d'une synthèse à l'échelle régionale. Et je ne vous la ferai pas, puisqu'en fait vous verrez que c'est pas si simple que ça de l'aborder d'une manière globale à l'échelle des Pays de la Loire, mais je vais plutôt essayer de vous donner à voir ce qu'est l'approche particulière de ces chercheurs de l'inventaire, puisque ce ne sont pas les premiers à arpenter le territoire, ce ne sont pas les premiers à regarder les fermes de près. Il y a eu les géographes, les historiens, ruralistes, il y a eu dans l'entre-deux-guerres et jusqu'au milieu du XXe siècle également des grandes enquêtes sur le logement, l'insalubrité du logement rural, sur les arts et traditions populaires. Donc en fait, on s'inscrit vraiment là dans une histoire riche et ancienne qui ont déjà largement, d'autres chercheurs qui ont largement balisé le terrain. Mais notre particularité est de regarder ça sous l'œil de l'histoire de l'architecture. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous donner tout de suite en m'attachant à quelques points, simplement quelques angles de vue sur certains aspects. Tout d'abord, il convient d'évoquer ce qu'est une ferme. Le choix du mot ici est celui de nos thésaurus de vocabulaire normalisé. Et pour en faire un petit peu l'histoire, il faut quand même rappeler que le mot ferme est un terme qui apparaît dans la langue française dans la seconde moitié du XIIe siècle et qui qualifie à cette époque-là un contrat de louage, c'est-à-dire un document juridique qui fait qu'un possesseur va donner son bien pendant un temps déterminé à un preneur qui, lui, va exploiter ce domaine rural pendant un temps donné et contre une somme qui est une rétribution fixe, ferme, d'année en année. Ce terme-là, par une double métonymie, va progressivement qualifier l'exploitation agricole elle-même, au XVe, fin du Moyen-Âge, début du XVIe siècle, puis, dans cette même période-là, les bâtiments clairement de l'exploitation agricole, le siège de l'exploitation agricole, le logis et les dépendances. C'est cette acception-là qui a donné notre sens usuel au mot de la ferme, et c'est celui que reprend le vocabulaire de l'inventaire lorsqu'il a dénommé ces édifices. Et donc je vais vous lire la définition qui est celle de notre corps de métier. Donc une ferme, c'est un édifice comprenant un logis et des dépendances nécessaires à l'exploitation agricole. La ferme se distingue des autres maisons rurales par l'importance des espaces consacrés à l'outillage agricole, au bétail et aux récoltes. La deuxième phrase de cette définition est assez intéressante parce qu'en fait elle apporte une petite nuance qui va du coup être une sacrée source de subjectivité de la part de celui qui analyse la ferme, et c'est un petit peu une des difficultés que du coup on peut rencontrer, c'est-à-dire que selon les territoires, quand on est dans des zones dans lesquelles les fermes sont toutes de très petite taille, eh bien on ne sait plus trop ce qu'est une dépendance importante ou pas, et donc on va avoir tendance à glisser entre la petite maison d'un petit agriculteur qui finalement a une exploitation très réduite, et puis dans d'autres cas, la très grosse métairie qu'on connaît dans certaines de ces campagnes de l'Ouest. Donc voici un petit peu le cadre dans lequel nous allons intervenir. Alors, un regard rétrospectif vers les archives ne nous aide pas forcément, puisque le mot ferme, que maintenant on utilise très couramment, eh bien dans notre Grand Ouest, il n'apparaît que relativement tard, sauf pour qualifier ces fameux contrats dont je vous parlais à l'instant. Le terme de ferme n'est là, on n'arrive finalement que au XIXe siècle, massivement dans le vocabulaire local, et antérieurement, eh bien, les sources d'archives nous livrent énormément de termes, là aussi qui proviennent d'actes juridiques ou de statuts de la terre, ou de statuts des tenures, et du coup se multiplient d'autres vocabulaires comme la métairie, la borderie, le bordage, la closerie, qui peuvent également dépendre ces mots peuvent aussi refléter le volume du bâtiment, comme la longère, ou la manière dont elle est couverte, comme la chaumière, la bourrine, etc. Donc on voit que le vocabulaire est ici très diversifié dans les sources et
qui ne nous aident pas à mieux cerner cette exploitation rurale, d'autant plus que d'une manière générale, le terme de maison et de dépendance peut suffire dans les documents anciens à qualifier ce qu'est une ferme. Donc à nous de savoir exactement ce que l'on a en face de nous. Le corpus de l'ensemble de ces bâtiments-là est très large et les études de l'inventaire ont une cinquantaine d'années presque d'existence sur le territoire de la région des Pays de la Loire, a vu une étude peut-être l'établissement d'à peu près 2500 à 3000 monographies de ces fermes à l'échelle de la région, qui sont des monographies sélectionnées sur un repérage in situ de 30 à 50 000 fermes très probablement. Donc là on est vraiment dans un traitement très très large dont je vous ai dit je suis incapable de rendre aujourd'hui la synthèse complète bien sûr, mais ça vous donne un peu l'ampleur de ce regard de l'inventaire sur ce territoire là et grâce à cela donc on peut en repérer les grands traits. Alors tout d'abord il faut un petit peu définir parce qu'on entend une ferme, c'est le siège donc de l'exploitation agricole, c'est un habitat et des lieux qui vont abriter les récoltes, les animaux, le matériel, voire quelques éléments liés à une première transformation. Ces fonctions peuvent être regroupées en un seul et même bâtiment, donc, qui vont donner donc une ferme et des dépendances associées. C'est le premier type que je vous ai présenté ici, mais elle peut également être totalement dispersée, totalement dissociée, avec une dissociation qui peut être organisée autour d'une cour, souvent carrée, de manière assez rigoureuse, ou alors au contraire une dispersion beaucoup moins structurée. L'implantation de ces fermes également est à noter, puisque si on a souvent dans l'idée de ces campagnes de l'Ouest un petit peu des grandes métairies comme ça dans le paysage, il ne faut pas oublier que si elle peut être isolée, la ferme est aussi très très souvent l'essentiel de la composante des hameaux, et que l'on trouve dans énormément de bourgs ruraux également des fermes de bourgs qui structurent énormément de ce territoire-là. Tout cela pour vous dire que la ferme, en définitive, est partout dans les Pays de la Loire et qu'on peut multiplier ces approches de manière monographique, c'est ce que je vous ai dit. Alors là, je vais vous passer des séquences de fermes en tout genre, fermes doubles, fermes toutes petites, donc avec ce fameux en haut à gauche, en haut à droite, pardon, à la Haute-Rue, à Fontevraud, vraiment la maison avec une pièce unique, un comble qui sert au stockage, une petite dépendance troglodytique, vous le voyez sur le côté, qui là aussi permet de stocker encore davantage de choses, voire d'abriter du bétail. Un jeu également qui va être donc sur ces volumes totalement différents, immenses ou toutes petites, des matériaux également de couverture, des matériaux de construction. Donc quand on analyse comme ça le territoire rural, de la maison en moellon, de la maison en pierre de taille, de la maison en pan de bois, etc., on a une diversité extraordinaire à l'échelle de la région. Je passe très très vite sur tous ces exemples-là, mais c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu, et puis pour vous en donner à voir quand même à l'échelle de la région, mais donc on a une multiplicité absolue, une diversité énorme au sein de ce territoire-là. Alors l'appréhension de ces fermes n'est pas si évidente que cela, encore une fois je tiens à le rappeler, et l'historien de l'art Jean-Marie Pérouse de Monclos, grand spécialiste de l'architecture, évoque que la maison rurale est un produit fruste, fortement enraciné et doué d'une surprenante pérennité. Ce qui est vrai, mais on va voir également qu'à travers ces exemples-là, on va peser que cette pérennité, finalement, elle est aussi pleine de transformations et qu'un des points forts de cet axe-là est de voir à quel point la ferme peut être différente. Autre aspect qui gêne également dans la perception des fermes, et puis après je commencerai à vous dire vraiment ce que l'inventaire a vu, c'est le fait qu'on est face à des bâtiments qui sont des bâtiments qui nous parviennent dans un état mais qui ne sont en rien ceux des siècles précédents. C'est-à-dire que la ferme qui serait restée intacte du XVIIe à nos jours n'existe pas. Ou alors elle est tellement exceptionnelle que lorsqu'on la trouve, on publie tout de suite un article. Mais en principe, on n'y est jamais confronté. Parce que ces bâtiments-là sont des bâtiments utiles qui ont été transformés, remaniés sans cesse, et que, de plus, on a beaucoup de bâtiments qui étaient peu visibles. Je vais citer juste Christine Toulier, qui a travaillé longuement dans ce service-là sur les fermes, et qui évoquait le fait que leurs dispositions actuelles sont l'héritage d'étapes de mutation, augmentation et diminution. Dans une même cour, il est rare qu'un bâtiment soit contemporain d'un autre.
De plus, il nous est impossible de restituer les bâtiments non maçonnés construits en bois, bruyères, chaumes et bardeaux qui auraient complètement disparu. Je vous en ai présenté quelques-uns ici, même la pierre s'effondre, hein, on le voit. Autre aspect à dégager également, la maison rurale, la maison agricole, la ferme, eh bien, c'est difficile de dissocier ce qu'elle en est, d'autant plus qu'elle a pu connaître des occupations multiples. Et là, pour citer deux chercheurs qui ont travaillé sur les îles vendéennes, Éric Coutureau et Hubert Maheu, mais dans un point de vue qui est là formulé pour des îles, mais qu'on peut généraliser, disait « Il est souvent difficile de savoir si une habitation rurale est une maison de marins, de pêcheurs, de sauniers, d'ouvriers agricoles, etc., ou bien si l'on doit la considérer comme une ferme, c'est-à-dire une véritable exploitation agricole. » Tout cela donc pour vous dire que, à travers un corpus qui peut s'étendre avec une certaine inégalité territoriale qui est liée au choix et aux sollicitations des collectivités ou à des partenariats plus ou moins fructueux, et surtout très fructueux avec certains, le département de Maine-et-Loire, avec lequel je travaille bien sûr, nous donne une cartographie qui nous rend incapables à l'heure actuelle d'en tirer une représentation totale. Mais à travers toutes ces études, puisque justement certains points ont été un peu illustrés un peu partout, on peut quand même s'attacher à différents angles d'attaque. J'en pointerai 4 dans la dizaine de minutes qui me reste, sous deux angles. Premier angle, un angle social, en voyant les maisons, les fermes et les pratiques collectives, et puis dans un deuxième point, les fermes et les maisons de maître. Et puis un deuxième angle qui lui sera plus sur l'évolution, puisqu'on traitera surtout des transformations du bâti au XIXe siècle et d'une manière générale des remaniements tels qu'ils sont perçus à l'inventaire. Premier point donc, il s'agit de repérer les éléments qui, à travers toutes ces études, ont pu s'attacher aux pratiques collectives. Très vite, lors des premiers inventaires, on a pointé certains éléments de ces pratiques collectives qui existaient autour de fermes, avec notamment l'introduction dans nos thésaurus de vocabulaire de la notion d'ensemble d'édifices à cour commune, qui a été mis en évidence dès le chantier de la Ferté-Bernard, qui a été le premier grand chantier régional, et dans lequel on voit qu'autour d'une même cour, on peut avoir des bâtiments qui vont être... on a une cour qui est détenue en indivis là, par des gens qui ont leur ferme autour. Et dans ce cas-là, qui est relativement représenté dans la région du Pays de la Loire, avoir des bâtiments qui ressemblent souvent à de petites borderies, en fait de petites fermes, et qui vont du coup avoir des pratiques indivises dans ces ensembles-là. On a ici un plan de 1773 avec un zoom sur un de ces bâtiments qui nous permet de le voir assez correctement. Il faut savoir quand même qu'on est sur des structures qui peuvent se rencontrer en écart, mais aussi en plein milieu d'un bourg. En plein milieu d'un bourg, on peut avoir une cour commune avec des bâtiments autour. À ne pas confondre avec d'autres structures collectives qu'on a étudiées plus récemment, qui sont ce que l'on appelle, dans le pays du vignoble nantais, les villages à commun. Alors un village, il faut l'entendre ici par le nom de hameau, puisque au sein d'une commune, il peut y avoir quelques dizaines, voire une centaine de villages, donc une centaine de hameaux différents. Et certains de ces hameaux, et de manière très très forte en pays du vignoble nantais, puisqu'on en conserve encore 300, 300 de ces hameaux sur la trentaine de communes du vignoble, ont encore des communs de village, c'est-à-dire des terrains détenus de manière indivise, ou des terrains ou des édifices détenus de manière indivise par les habitants de l'ensemble du village, qu'ils habitent à proximité ou plus loin de la structure en question. Et ici, ça a été l'occasion de voir un petit peu et de faire le lien vraiment entre des structures qui sont très très modestes et qui permettent d'associer en fait une toute petite paysannerie, des espaces alentours qui sont ceux d'une polyculture vivrière, d'un parcellaire donc très morcelé, et dans lesquels on a des bâtiments vraiment qui sont parfois en désordre complet sur un espace vide, inculte au milieu du village, et qui sont imbriqués dans un désordre complet, constitués vraiment de formes très rudimentaires de construction, avec des bâtiments montés en moellons de pierre, liés à la terre, sur des surfaces qui sont minimes, et dans le plus profond désordre. Autre point de particularité de ces pratiques collectives, ces usages, ces contraintes collectives, eh bien, on a également en région le cas de ces grandes enfilades de bâtiments telles qu'elles ont pu être étudiées en Guérandais, pour lesquelles l'origine est peut-être mal connue, même si on peut soumettre quelques hypothèses, soit de liens de parentèle, avec des maisons comme ça qui se constituent progressivement les unes à côté des autres, en tout cas de contraintes, puisqu'on voit bien qu'on hésite quand même à rompre ces alignements de façades. Le cas est encore plus spectaculaire dans le nord de la Loire-Atlantique, avec le cas que je vais illustrer ici de Saint-Gildas-du-Bois, où on a vraiment un lien très très fort qui semble exister entre la structuration même du parcellaire et donc des pratiques agraires et la disposition dans des alignements vraiment impressionnants de maisons.
On change complètement d'optique en s'attachant un petit peu à ce que l'inventaire a pointé du point de vue des maisons de maître et en faisant une place particulière ici au manoir, puisque le manoir n'est souvent pas perçu comme une ferme. Hein. Le manoir, c'est quand même une tête de fief, un bâtiment seigneurial, mais en fait, il faut bien voir que très souvent, ces manoirs sont associés à des dépendances agricoles, que ce soit une ferme qui est aux portes, comme un peu les métairies de la Porte qu'on a dans le Guérandais, hein, c'est l'exemple que vous avez en haut à gauche, ou au Grand Auvet en Mayenne, où là, vous aviez juste en face de cet établissement qui déjà montre qu'il y a des dépendances associées à ce logis, la cour manoriale est derrière, mais juste devant, vous aviez une métairie également. Mais le manoir, ça peut être aussi de toute façon, juste en face du bâtiment habité par le petit seigneur, ça peut être le lieu aussi des dépendances agricoles immédiates et des pointages comme ça, je ne veux pas vous en citer sans cesse, parce que je n'ai pas fait tout le listing de tout ce qui a été fait en Pays de la Loire, mais dans certains cantons, on a pu mesurer jusqu'à 85% de manoirs dans lesquels l'organisation, la structure est fondée autour, associe les bâtiments de ferme. Donc ça c'est assez intéressant, vous en avez 2 cas en bas. Ce qui est intéressant également, c'est de suivre cette forme du manoir et de voir un peu les modèles qu'elle a lancés dans des bâtiments qui, eux, sont des fermes de maîtres ou des maisons de maîtres en milieu rural, dans lesquels le maître, donc le possesseur, qui là n'est plus un noble, mais souvent un bourgeois urbain qui décide soit de faire un placement foncier, soit de pouvoir peut-être, par le biais d'une acquisition de prestige de certaines de ces fermes, pouvoir peut-être éventuellement prétendre des fonctions édilitaires ou des charges anoblissantes, hein, et qui du coup va un peu adapter le modèle manorial à des fermes en faisant construire en fait un logis haut dans lequel il viendra visiter son exploitation, hein, avec une chambre haute à l'étage, chambre haute qui va s'individualiser, choses qui ont été remises en évidence dès la Ferté-Bernard, dès le chantier de la Ferté-Bernard dans les années 70, qui vont s'individualiser, qui vont se démarquer par des toitures très particulières, notamment des toits en pavillon, ça a été bien montré en Maine-et-Loire, et qui vont progressivement glisser vers la formation d'une maison à part, entre la maison principale. On a ici un très beau plan d'un bois-brinçon, hein, c'est à Blaison-Saint-Sulpice en Maine-et-Loire, avec donc la maison de maître. On est sur un plan de 1700, enfin un schéma de 1738, avec la maison de maître, le logis du closier, etc. Donc on a le maître qui vient régulièrement. C'est presque une naissance aussi de la villégiature, et ça va s'accompagner du coup d'une individualisation et d'une autonomisation de la maison du maître qui va progressivement se détacher de ces espaces ruraux, tels qu'on peut le voir dans les images du bas. Alors ça nous fait glisser tout doucement avec cette notion d'une villégiature presque en constitution vers le 19e siècle et vers le grand lot de ce qui a été le 19e siècle dans nos études, c'est-à-dire que pendant très longtemps, l'inventaire du patrimoine n'a considéré comme patrimonial que des éléments anciens. Et dans les tout débuts de l'inventaire, mais ce n'était pas que nous, hein, le 19e siècle était quand même souvent délaissé et le 20e presque ignoré. Hein. Donc progressivement, cet intérêt vers le 19e s'est porté tout de même vers des éléments de plus en plus notables et par définition vers les plus beaux, les plus remarquables, qui ont été du coup très très étudiés sous la forme de ce qu'on appelle les fermes modèles. Ces fermes modèles, en fait, c'est à la fois des exemples qui sont superbes d'un point de vue architectural, souvent qui peuvent être assez bien documentés, et qui nous permettent aussi finalement d'y voir un concentré des transformations du XXe siècle, c'est-à-dire un équipement qui se rationalise, qui améliore, enfin un équipement qui reflète aussi des améliorations de productivité, avec notamment plus d'espace accordé pour le bétail, et un ensemble de modernisation finalement de ce que connaît l'agriculture dans ce qu'on appelle la grande révolution agricole, hein, qui commence dès la fin du XVIIIe, mais qui se matérialise ici totalement. Alors ces fermes modèles, elles sont parfois vraiment spectaculaires. Et là, on les a d'autant plus étudiées, bien évidemment. Et ce sont effectivement le lieu de voir vraiment des clés d'entrée extraordinaires dans le patrimoine, hein, sur les territoires régionaux. C'est là aussi où on voit l'arrivée de l'architecte dans la maison rurale, dans la ferme, hein, puisque jusqu'auparavant on avait quand même des maisons qui se construisaient avec le maçon du village ou autre. Là on a vraiment le geste souvent de l'architecte qui du coup vont décliner des modèles, alors pas pour n'importe quelle clientèle, on est ici vraiment dans l'aristocratie post-révolutionnaire ou les grandes bourgeoisies qui du coup imitent leurs investissements fonciers et qui vont essayer de créer des bâtiments de prestige qui accompagnent souvent aussi des reprises d'anciens châteaux ou de modernisation de résidences extraordinaires construites à proximité. C'est parfois finalement ces fermes modèles qu'une espèce de fabrique de jardin d'un grand parc agricole que peuvent posséder certains de ces propriétaires. La valeur de modèle de ces fermes
interroge toutefois, puisque des exemples tels que ceux que je vous ai présentés précédemment sont tout de même peu suivis. Même si ils ont suivi des traités d'architecture, même si on en voit disséminés les unes à côté des autres, l'impact sur le territoire rural est plus restreint. Alors qu'est-ce qui peut en venir tout de même? Eh bien, la valeur de modèle peut être dans l'éclatement des fonctions de plus en plus radical, puisque par mesure notamment d'hygiène et de sécurité, effectivement, ce sont des aspects qui vont être importants dans le monde rural. Hein. Éviter l'incendie par l'éclatement des bâtiments, c'est assez important. On va avoir également des modèles qui vont être plus suivis, parce que parfois un possesseur foncier, comme c'est le cas en bas à gauche là, des fermes de François Briot à Varade, va acheter un domaine. François Briot achète 618 hectares sur lesquels il y a 37 fermes, et il les fait toutes rénover les unes après les autres, et donc on a des modèles effectivement en série qui là sont présents, mais finalement c'est un épiphénomène. Et le modèle, en plus, il ne passe pas que par le bâtiment, puisqu'il parle aussi par l'outillage. Alors ce modèle, en fait, on va le voir se poursuivre jusque dans le XXe siècle, et ici par exemple on a un matériel, un outillage électrique qui est le premier installé dans le secteur dans lequel il était, dans la Sarthe, et qui du coup va être très visité, alors même que les bâtiments de ferme sont très modestes, et simplement ici on voit la modernité de l'outillage. Donc quel modèle est représenté? C'est sans doute pas le modèle des très belles fermes que je vous ai évoquées, mais plus d'autres aspects, d'autres techniques. Ces modèles, ils vont être aussi diffusés par des fermes-écoles. Alors on connaît la grande ferme-école construite la grande école nationale d'agriculture, hein, qui va être initiée par Jules Riffel en 1830 à Nozay, à Grandjouan. Mais en fait, ces fermes-écoles, elles essaiment également sur le territoire, et on va en avoir ici à Jupille dans des formes encore une fois très belles, et plus modeste, puisque c'est une reprise de bâtiments anciens. On a aussi la ferme-école de Saint-Georges-des-Sept-Voies, hein, qui est un don finalement pour créer une ferme-école dans un ancien prieuré. Ces modèles aussi peuvent ne pas avoir du tout de pérennité, hein, puisqu'on peut avoir des modèles totalement orientalisants et fantaisistes comme ceux de Sainte-Pazanne en bas ici, ou alors des formes qui sont peut-être tellement modernes qu'elles ont été peu suivies, comme ce magnifique chai viticole de Champs-sur-Layon, dont on parlera peut-être une prochaine fois, j'espère dans une journée consacrée à la viticulture. Finalement, modèle moderne, la ferme du XIXe siècle est un ensemble qui va être suivi finalement dans le territoire de manière très complexe et peut-être moins affichée que les exemples que je vous ai présentés, avec notamment finalement dans le milieu rural à la fois une grande permanence des formes, une grande permanence des matériaux, une grande permanence parfois des mises en œuvre, mais également progressivement, très lentement, par reprise, par transformation, par mutation, par remaniement, eh bien, des adaptations progressives qui vont se mettre en place pendant tout ce 19e siècle jusqu'au 20e siècle, et qui vont faire que les fermes vont progressivement avoir des bâtiments plus amples pour le bétail, parce que vraiment la croissance du bétail est un fait notable, hein, pour le 19e siècle. Les troupeaux étaient bien moins nombreux antérieurement. On en a parlé, on a vu le cas pour le bocage, hein, d'ailleurs, de ce rôle-là. On voit que certains éléments vont survenir également, comme le choix de la brique pour des encadrements, pour des choses comme ça. Donc tout ça va ponctuer ces éléments. Le remaniement finalement de ces exploitations est quand même un maître mot de ces études, et donc dans l'angle de ces évolutions, c'est le dernier que je traiterai ici en deux coups de cuillère à peau, parce qu'il ne me reste plus de temps. Donc je voulais aborder ici la notion de remaniement, qui est quelque chose de très important, sur lequel les chercheurs de l'inventaire ont vraiment développé une expertise de l'œil qui vont leur permettre de dater à peu près chaque forme et chaque élément, même quand on voit ici qu'on a des cas d'une constitution assez tarabiscotée. Parfois c'est un peu plus clair, et ça de toute façon ça traduit toujours un petit peu ces grands éléments de mutation, notamment ceux du 19e, hein, puisqu'au 19e siècle on se rend compte, d'après les éléments statistiques que l'on peut élaborer sur le traitement sériel de ces remaniements que l'on peut étudier sur ces fermes, qu'environ plus de la moitié, à presque la totalité des fermes sont reprises, hein, dans les pays de la Loire. Ces remaniements peuvent être relativement divers, et on peut étudier vraiment le remaniement sur une très longue période, et ça c'est vraiment une des particularités de la ferme, puisque c'est un bâtiment utile, puisque c'est un bâtiment fonctionnel, puisqu'il est toujours utilisé, usé, de savoir qu'il est toujours repris, amélioré, etc. Et finalement, la pérennité dont parlait Pérouse de Monclos tout à l'heure, quand je voulais citer, de la ferme, en définitive, c'est une notion qui est vraiment à prendre avec des pincettes, puisque la ferme est surtout toujours beaucoup retouchée.
Alors, elle est retouchée aussi bien au XVe, XVIe siècle. Ici, vraiment, l'œil de l'inventaire discerne la pile de bois qui correspond à une ossature en charpente dans un chemisage de maçonnerie qui montre un peu les transformations des méthodes de construction entre le XVe et le XVIe siècle, par exemple. Le remaniement, on le voit beaucoup plus nettement, et je conclurai sur ces aspects-là, même si ma conclusion va être un peu longue, en voyant un petit peu ces successions-là de bâtiments dans lesquels on peut phaser presque chaque sorte. Là, c'est trop facile, parce qu'on a une progression dans le bâtiment du bas, à l'Air-Pierre, à Sauges, d'une progression presque de gauche à droite entre le bâtiment plus ancien et le bâtiment le plus moderne. Alors ça nous permet donc de traiter en épilogue, en définitive, les points qu'il nous reste à aborder à l'inventaire, qui sont tout d'abord de peut-être mieux prendre en considération la fin du XXe siècle, avec notamment les grands bâtiments qu'on voit ici, et cette course au gigantisme qui ravage les fermes, enfin les seuls qui réussissent à survivre, en définitive, de tout ce patrimoine rural. Et puis voir un petit peu le reste, c'est-à-dire que ce patrimoine-là, il est de plus en plus difficile à lire, puisqu'il est de plus en plus en reconversion, en reconversion plus ou moins heureuse, dans ces différents territoires, en reconversion dans d'autres fonctions que sa fonction première, et surtout en reconversion parce qu'on est dans des zones dans lesquelles, on l'a bien vu dans l'exemple que Valérie Jousseaume nous a présenté tout à l'heure, le monde rural est aussi un monde qui se rurbanise, c'est-à-dire qui calque ses modes de vie maintenant de manière très claire sur les modes urbains, et qu'il n'y a pas de raison qu'on habite une maison qui ne soit pas chamboulée du sol au plafond, comme on le fait des appartements en ville. Et donc il est de plus en plus difficile de trouver dans les fermes à la campagne des éléments qui soient tangibles pour avoir une bonne lecture de l'histoire de l'architecture. Au point que, et ça c'est assez symptomatique, dans une des dernières publications du service, lorsqu'il a fallu vraiment donner des exemples pour approcher le patrimoine, comme on travaillait, comme le travail qui était conduit ici par Ronan Durantière sur Guérande était un travail qui était dans un secteur sous grande pression touristique, eh bien les fermes anciennes en état, les seules qu'on avait de visibles, qui donc était le moins retouché, le moins finalement chamboulé de fond en comble, c'était les fermes en ruine, ce patrimoine abandonné. Et donc c'est assez interrogeant pour les chercheurs qui arrivent maintenant et qui du coup voient leur corpus qui initialement était majeur se rétrécir à vitesse grand V. Et peut-être que maintenant, il faut analyser aussi ce que devient notre patrimoine en devenir, c'est-à-dire les créations contemporaines des campagnes des Pays de la Loire, puisqu'en fait, on a quand même des réalisations qui sont assez intéressantes, avec du coup souvent une dichotomie maintenant de plus en plus. Ici, on est sur un chai viticole qui est à Parnay, sur mon territoire du Saumurois, et donc on a là un chai avec une cave ultra moderne, et l'habitation du viticulteur qui est maintenant bien loin, et donc on voit une distanciation complète entre le logis et le bâtiment de ferme. Voilà. Je vous présente juste la liste de tous les gens que j'ai utilisés dans mes lectures pour essayer de vous présenter cette synthèse aujourd'hui, et des photographes qui bien sûr ont fait ces travaux, et de notre cartographe Virginie Desvignes qui est derrière tous les chantiers. Merci beaucoup.